Bonjour à toutes et à tous. Voilà, Alors, c'est pas grave. comme l'indiquait Bernard, on est dans Ça la va. disruption, mais là Je on veux est dire, ça dans va la se régler. disruption technologique. Vous avez vu le petit sondage tout à l'heure avec les mots qui s'affichaient. Et sur la question de la régulation, finalement, ce qui est arrivé, c'est innovation. Ce qui peut être aussi un message pour le régulateur. Et donc nous, on va repartir de cette idée-là que la disruption technologique, elle peut être aussi créatrice d'innovation. Et j'avais envie de vous poser une question. Est-ce que vous vous souvenez ce qui s'est passé? Quels sont les événements importants il y a 10 ans? Et comme on n'a pas le temps, je ne vais pas vous laisser répondre. La plupart d'entre vous, j'ai un risque qui est né qui me parle de Lehman Brothers. C'est normal, 2007, d'accord? Mais non, il y a 10 ans. On en parlait à l'instant. Google lançait Android. Google se lançait dans la vidéo et rachetait YouTube. Oui. Apple lançait le premier iPhone. Facebook arrivait en Europe, seulement. Et on ne connaissait pas encore ni Airbnb, ni Uber, ni Deezer, ni Spotify. Et aujourd'hui, 10 ans après, nous vivons avec ces marques, comme si c'était des marques qui étaient là depuis toujours, et qui ont transformé notre univers et notre quotidien. On peut considérer qu'elles ont challengé, perturbé, peut-être disrupté certains secteurs. On parle souvent du tourisme, on parle de la musique, on parle du voyage. Est-ce qu'elles ont disrupté le secteur de l'assurance, notre industrie? J'en suis pas convaincu, mais est-ce que ce sera le cas dans les années qui viennent? C'est un sujet qu'on va aborder ensemble. Alors pour ce faire, on a un panel qui a un intérêt dans sa diversité, justement, avec un grand assureur, Philippe Donnet, donc, qui est le CEO de Generali Group, un grand réassureur, parce que sans réassureur, l'assurance ne grandit pas, avec Christian Mumenthaler, qui est le groupe CEO de Swiss Re, et puis deux spécialistes de la data, parce que c'est peut-être le sujet qui va nous intéresser le plus dans notre secteur d'activité en termes de disruption. Carlo Dazzaro Biondo, qui est donc le président Europe, Méditerranée et Afrique des partenariats de Google. Et puis Grégory Renard, qui est cofondateur de... Et où est-ce qu'il est, Grégory? Ici. Where are you? Mettez-vous là. Grégory, mettez-vous là. Après, moi, je me débrouille, moi. Qui est donc le président fondateur de Xbrain. Jean-Charles Samuelian, qui est ici cofondateur et CEO d'Alan, société d'assurance. Et enfin, nous avons un régulateur, ou une régulatrice, pardonnez-moi, je vous laisse. Je ne veux pas avoir de souci avec ma fille d'abord, parce que c'est surtout elle qui me chasse là-dessus. Avec Madame Isabelle Fac-Pirotin, qui est donc présidente de la CNIL et qui est également présidente du Forum mondial WP29, dont elle nous dira un mot, qui regroupe finalement les équivalents CNIL au niveau européen. Cela va donc nous donner de voir si ce thème est un thème qui est juste centré autour des technologies et un thème de changement, ou si c'est un thème qui peut provoquer, au niveau de l'assurance, un Big Bang. Vous avez tous reçu le pitch de la journée qui nous avait été envoyé, où on vous a donné quelques disruptions possibles technologiques en termes d'innovation, puisqu'on parlait d'innovation. On a parlé de big data, j'ai parlé de data, on parle de plus en plus dans notre secteur, et peut-être qu'on en parlera, réassurance et assurance, de blockchain. Je ne parle plus de la révolution digitale, on parle des objets connectés, on parle de la voiture automatisée ou sans chauffeur. Autant d'éléments qui, pris un à un peut-être, impacteront notre métier. La vraie question, c'est est-ce qu'ils sont multiplicateurs additifs et est-ce que ça a une vertu de transformation telle que ça va changer et transformer notre métier? En tout cas, ça va certainement changer les comportements et les besoins et les usages de nos consommateurs. Et donc, ça va aussi peut-être nous aider à être plus proches de nos consommateurs, à mieux connaître nos risques et à mieux répondre à leurs besoins. Pour faire plaisir à Bernard, mais aussi parce que c'est une réalité. Tout ceci met en avant quelque chose qui est sensible pour l'opinion publique, qui sont les cyber-risques, et qui est sensible évidemment pour les assureurs, qui peut constituer aussi un domaine de croissance auquel il faut se préparer. Autant de sujets que nous allons aborder ensemble, et voir s'il s'agit donc d'une menace, d'une opportunité, ou simplement, pour nous, de quelque chose à prendre en compte pour nous transformer et continuer, dans les années qui viennent, à être des opérateurs performants. Alors la première question, je vais la poser à Christian.
Je vais la poser à Christian parce que Christian a le regard global, il est au-dessus en tant que réassureur et grand réassureur sur ce thème-là. Est-ce que dans la relation que vous avez, vous, réassureur, avec les assureurs du monde entier, la technologie, selon vous, transforme tous les domaines, non seulement de la vie quotidienne de nos assurés, mais est-ce qu'elle va impacter réellement la chaîne de valeur de l'assurance ? Merci Jacques. Merci de m'avoir invité et je m'excuse d'avance un peu de mon français quelque peu rouillé. Je vais essayer de faire de mon mieux. En effet, comme réassureur, on est en contact avec tous les assureurs du monde et donc on a une certaine vue sur ce qui se passe dans le côté digital. Il est clair, je crois qu'il y a un consensus qu'il y a aujourd'hui toute une série de nouvelles technologies, tout le big data, etc., qui permettent de faire des changements significatifs dans toute la chaîne de valeur des assureurs. Je ne suis pas sûr que j'appellerais ça la disruption véritablement. Je n'ai pas encore vu la disruption. Je vois 2-3 choses qui pourraient disrupter, mais jusqu'à présent, je crois qu'on voit c'est un énorme potentiel de changer, d'innover toute la chaîne de valeur. Et il y a beaucoup de projets qui se font chez les assureurs. Et moi, j'aime bien les mettre dans 4 catégories. Ça aide un peu à réfléchir dans une structure. La première catégorie, c'est tous les projets qui se font dans la distribution. J'appellerais cette catégorie la grande frustration. Je me rappelle, dans 2000, j'étais impliqué chez Swiss Re dans tous les projets digitaux. Et à l'époque, on se disait 30% des coûts de la chaîne de valeur sont la distribution. Donc, on fait un assureur Internet. Donc, tout le monde va venir acheter les polices qui sont 30% moins chères. Et donc, ça va gagner, il y aura une disruption complète. Et ça ne s'est pas du tout passé, comme vous savez. Encore aujourd'hui, le canal digital pur, attendre les clients qui viennent, c'est une toute petite minorité de ce qui se passe dans tout le monde. Il y a certains pays où c'est un peu plus, mais dans tout le monde, c'est très petit. Donc, une grande frustration. Et on dit, en fait, c'est une phrase ancienne, on dit que l'assurance ne s'achète pas, elle se vend. Et malheureusement, je dirais qu'encore aujourd'hui, c'est vrai. Et on pourrait remplir toute une séance là-dessus. Pourquoi c'est le cas? À mon avis, ça a à faire beaucoup avec la psychologie humaine. On commençait aujourd'hui avec l'économie, behavioral economics. Il y a beaucoup d'éléments illogiques dans le caractère humain. Donc, par exemple, on n'aime pas s'occuper des choses négatives. On a l'impression qu'on a plus de chances que les autres, etc., etc. Enfin, on n'a pas confiance dans l'assurance. On croit que les assureurs ne vont pas payer quand on aura besoin. Et la somme de tout ça font que dans une société normale, même ceux qui ont l'argent d'acheter les polices et qui devraient les acheter rationnellement, il n'y en a que 10 à 20% qui les achètent. Donc, il y a des grands protection gaps dans la société. Et jusqu'à présent, la majorité des startups qu'on voit dans l'assurance sont là-dedans, parce qu'ils voient le potentiel, mais je n'ai pas encore vu de véritable disruption. C'est pour ça que j'appelle ça la grande frustration. Et je vois une ou deux choses qui pourraient changer ça, peut-être qu'on aura l'occasion d'en parler. Bon, beaucoup d'efforts là-dedans, d'essayer de travailler avec Google, d'essayer de travailler avec Facebook, essayer de faire des portails, enfin plein de choses, mais sans, de ce que je vois chez mes clients, pas d'énormes succès. Le deuxième secteur, c'est la tarification. Et là, je l'appelle la grande illusion. Tous les data scientists qu'on invite chez nous, qu'on voit chez nos clients, ils voient un potentiel énorme dans la tarification. Parce que je veux dire que le big data, l'intelligence artificielle, on peut acheter des données partout. Donc, c'est par exemple possible de connecter la banque de données des sinistres qu'on a, historiques, avec des données par exemple, des supermarchés. Il y a tellement de données au travers des compagnies de téléphone, etc. Et les data scientists vont faire des nouvelles corrélations, ils arriveront à des résultats assez étonnants, ils pourront sub-segmenter les risques et dire on va prendre les meilleurs risques à moins cher. Disons, j'appelle ça la grande illusion parce qu'en fait, pour toute l'assurance qu'on a, comme industrie, ce n'est pas un win-win, c'est un win-lose. Parce que déjà aujourd'hui, on n'a pas la rentabilité nécessaire. S'il y a une partie qui prend les meilleurs risques, après il y a des problèmes avec les plus mauvais risques. Et comme on l'a entendu, notre industrie, c'est aussi l'idée de la mutualisation, de l'importance pour la société. Et à mon avis, c'est assez dangereux. Et à mon avis, il y aura
plus tôt que plus tard, des interventions des régulateurs. Enfin, on en a ici, on entendra leur opinion, mais par exemple, on peut imaginer que les algorithmes verront très bien indirectement si c'est une femme ou un homme, alors que ce n'est pas permis dans la régulation en Europe, par exemple, de faire la distinction de la tarification. Mais ce sera difficile de prouver que ce n'est pas utilisé, parce que ce n'est pas utilisé explicitement. C'est la banque de données du behavior dans le supermarché, par exemple, qui pourrait donner des indications. Et donc, à mon avis, l'industrie devrait vraiment assez urgemment s'occuper de ce thème, réfléchir à ce qu'est l'éthique des données et de ce qu'on veut faire. Mais en ce moment, disons, il y a beaucoup d'excitement là-dedans et je suis plutôt sceptique. Après, les deux derniers secteurs, c'est des secteurs où je vois beaucoup de potentiel, mais ils sont un peu moins sexy. Le troisième, c'est de réduire les coûts dans toute la chaîne de valeur. C'est-à-dire d'utiliser les technologies qui existent déjà aujourd'hui. Il y a peut-être aussi l'intelligence artificielle, mais ce sera tout petit dans tout ça. C'est vraiment des technologies beaucoup plus basiques pour réduire les coûts d'une manière significative. Et à mon avis, c'est possible de couper 50% des coûts dans toute la chaîne de valeur, ce qui est énorme. Et les compagnies qui en ce moment sont en train de gagner, celles que je vois dans tout le monde, c'est les compagnies qui ont fait ça, qui ont commencé ça il y a 10 ans. Qui au lieu d'accumuler, parce que beaucoup de compagnies d'assurance ont acheté d'autres compagnies, ils ont gardé les anciens systèmes, ils se retrouvent avec 200, 300, 400, des fois 1000 systèmes différents dans leur compagnie, qui ont des coûts énormes, qui occupent des centaines de personnes, qui réconcilient tout ça. Et s'ils veulent changer ça, il leur faut 8 ans. Et il leur faut des centaines de millions par année. Et donc, ce n'est pas très intéressant pour beaucoup de CEO de se lancer dans cette affaire parce que c'est le CEO prochain qui profitera de ça. Mais ceux qui l'ont fait il y a 10 ans, et il y a quelques compagnies qui l'ont fait, ont un avantage énorme de coût aujourd'hui. Donc, c'est moins sexy, mais à mon avis, on peut faire ça. Évidemment, les startups, ils ont l'avantage de pouvoir, dès le début, commencer avec une base très, très clean. Et le quatrième, à mon avis, c'est ce que j'appelle les services nouveaux. Et c'est là où, à mon avis, il y a une véritable innovation très intéressante qui se passe, qu'on voit déjà émerger. Et c'est un peu l'idée d'aller en contre les consommateurs qui ne veulent pas acheter l'assurance, de faire un bundling avec des choses que les consommateurs veulent, comme la voiture, ou ils ont un appartement, ou ils ont un Apple Watch, par exemple, et on peut imaginer des paquets où, en fait, le service, c'est de minimiser le risque. C'est non seulement d'assurer, mais aussi de minimiser le risque. Donc, on peut imaginer un paquet santé avec un wearable qui donne du feedback, qui dit maintenant, il faudrait aller à l'hôpital, il y a quelque chose qui est un peu bizarre, on a détecté ça. On peut imaginer la même chose pour un package home, où les gens ont certains senseurs à la maison. Il y a l'assurance, mais aussi les senseurs qui évitent, qui donnent l'alarme très tôt, s'il y a un feu, s'il y a quelqu'un qui entre, etc. Donc, où le produit d'assurance est juste une partie de la protection totale. Et le troisième, évidemment, de tout ce qui est la mobilité, voiture, etc., où on peut très bien imaginer qu'il y aurait des loops de feedback dans la voiture qui disent il ne faut pas aller là en ce moment, il faut prendre cette route à cette heure de la journée, ou quand il pleut, c'est mieux de prendre cette route, ou bien qui détecte qu'on a trop bu, ce qui est possible déjà maintenant, qui donne des signaux d'alarme, ou comme par exemple, comme on a Philippe ici, tout ce qui est télématique aujourd'hui, c'est déjà assez grand, ils sont une des plus grandes compagnies de la télématique, où quand il y a un accident, par exemple, il y a un message immédiat qui est envoyé à Generali en quelques secondes. On sait exactement où s'est passé l'accident et on a la possibilité d'envoyer une voiture, une ambulance, ce qui peut sauver des vies. Donc, à mon avis, ce segment, le quatrième segment, les services nouveaux, créer des choses, des éléments qui minimisent le risque, ça à mon avis, c'est extrêmement intéressant. C'est un grand potentiel et aussi améliorer l'image positive de l'image positive de l'assurance. Merci. Avec ça. Merci. Alors, du coup, je vais reprendre le premier pilier et passer la parole à Philippe Donnet, qui était la distribution et que tu as qualifié de grande frustration. Et ma question pour Philippe, c'est comment l'ère du digital va-t-elle au fond, transformer la distribution des produits d'assurance en Europe en partant du business model qui est assez traditionnel dans la plupart des pays, de celui de l'Agence générale d'assurance. Philippe. Merci Jacques. Avant de répondre directement à ta question, je voudrais remercier la Fédération française des assurances et son président d'avoir
invité au titre de Generali, et puis d'avoir organisé cette soirée extrêmement passionnante, où on a vu, je trouve, un mano à mano passionnant entre Matteo Renzi et Bruno Le Maire. Et je trouve que c'est très important, parce que l'idée d'inviter France, enfin d'avoir la même table France, Allemagne, Italie, est quelque chose d'extrêmement significatif. Moi, je n'arrête pas de dire que comme on le sait, l'Europe a connu quelques ratés, et qu'il faut justement travailler là-dessus pour renforcer l'Europe. Et je ne suis pas convaincu que le moteur franco-allemand soit désormais suffisant pour entraîner tout le reste de l'Europe. Je pense qu'il faut muscler ce moteur, et je pense, compte tenu des problèmes de migration, compte tenu des problèmes d'inclusion ou d'exclusion, et compte tenu des problèmes climatiques, je pense qu'on ne peut pas ne pas inclure l'Europe du Sud dans la construction de l'Europe. Et donc en particulier, évidemment, l'Italie. Donc ce ménage à trois, France, Allemagne, Italie, est un bon début. Moi, je suis partisan d'une plus grande inclusion de toute l'Europe du Sud, mais ce ménage à trois me paraît, à mon avis, promis un plus bel avenir que le seul couple franco-allemand. Donc bravo à Bernard, et encore merci pour cette soirée passionnante. Pour répondre à ta question, Jacques, sur la distribution, alors je suis à la fois d'accord et pas d'accord avec Christian, parce que j'ai évidemment un point de vue différent. D'accord pour dire qu'en ce qui concerne la distribution, la disruption ne s'est pas véritablement produite. En revanche, Christian, tu as dit, malheureusement, elle ne s'est pas produite, c'est une frustration. Moi, je considère que je ne le vis pas du tout comme une frustration. D'abord, je ne le vis pas vraiment comme une surprise, et je ne le vis pas. Nous, on travaille chez Generali avec 150 000 agents d'assurance dans le monde. Bien entendu, on ne peut pas le vivre comme une frustration. J'ajoute qu'on ne travaille pas uniquement avec des agents. On a aussi des leaders de l'assurance directe, en Italie avec Genertel, en Allemagne avec Cosmos Direct. Donc, le direct est un business qu'on connaît bien. Je crois qu'il ne faut pas faire la confusion entre digital et direct. Digital, ça ne veut pas dire direct. Ce sont des choses extrêmement différentes. Alors, il y a évidemment une concurrence entre le direct et l'intermédiaire. Mais je vous rappelle l'histoire. Cette concurrence était au départ une concurrence sur le prix. On était dans un modèle avec les agents, avec une qualité de service très, très riche, mais des prix plus élevés, et puis un modèle direct qui était au départ par téléphone, qui s'est transformé petit à petit en Internet, mais au départ, le direct, c'était le téléphone, et là, on était sur des services plus pauvres et sur des prix plus bas. Aujourd'hui, ce n'est plus le sujet. Parce que quand on compare les tarifs des directs et des compagnies intermédiaires, on s'aperçoit qu'on est arrivé au même niveau de prix. Le sujet, il n'est plus du tout là, il est justement sur la nature du service et de l'accès. Maintenant, les compagnies directes sont des compagnies Internet, et elles ont des coûts de marketing, grâce à notre ami Carlo, des coûts de marketing Internet qui sont très élevés. Je ne suis pas sûr que la distribution par agents généraux soit beaucoup plus coûteuse que la distribution directe. Mais le sujet, il n'est plus là. Le sujet, il est sur ce que veulent les gens. Et les gens, alors ça dépend des générations, ça dépend des cultures, et c'est clair que la technologie a complètement transformé les attentes des clients en matière d'expérience. Et quand je dis des clients, je parle des clients finaux, mais je parle aussi des clients intermédiaires, parce que nous, compagnie d'assurance, on n'est pas totalement B2C, on est aussi B2B2C, avec au milieu des agents et des courtiers, mais eux aussi ont des attentes en matière de services. Alors, si vous voulez, moi ce que je crois, c'est que, alors d'abord sur la technologie en général, je pense qu'il faut pas se tromper d'attitude, c'est-à-dire que oui, la disruption n'a pas eu lieu. Est-ce que ça veut dire qu'elle n'aura jamais lieu? Non. Est-ce qu'on sait exactement ce qui va se passer et comment ça va se passer? Non. Est-ce que d'ailleurs
toutes les compagnies vont avoir la même réaction et les mêmes solutions par rapport à la technologie? Sûrement pas, parce qu'il y a des choix à faire. Moi, je ne crois pas qu'il y ait de décisions justes et des décisions fausses. Je crois qu'il y a des choix à faire et chaque société fera ses choix en fonction de ce qu'elle est, en fonction de son histoire. Donc, en revanche, je crois que justement, si on fait des choix, c'est pour être un acteur de la transformation. La dernière chose qu'on veut être, c'est subir la transformation. Il faut qu'on soit des acteurs de cette transformation. Et pour être acteur de cette transformation, il faut faire des choix forts, y compris en matière de distribution. Donc, moi je pense que la technologie ne va pas tuer l'intermédiation. En revanche, la technologie va transformer profondément l'intermédiation. Bon, il y a bien évidemment des produits, il y a quelques produits quand même qui s'achètent dans l'assurance, c'est les produits obligatoires, les produits simples. Donc ça s'achète de plus en plus et les gens ne veulent clairement pas perdre de temps avec ça, ils veulent payer le moins possible, ils veulent faire ça en 5 minutes sur leur smartphone et c'est normal. Et c'est normal, et il faut qu'on soit en mesure de leur offrir ça. Après, comme le disait Christian, il y a des produits qui ne s'achètent pas, mais qui se vendent. Et moi, je trouve que ça, justement, c'est la force du métier qu'on fait, et c'est la force des compagnies qui maîtrisent une distribution, c'est qu'il y a l'acte de vente. L'acte de vente, il est important, parce qu'il faut, à un moment, on signe ou on ne signe pas. Mais l'acte de vente devient de plus en plus un acte de conseil. Parce que la vente de produits est en train de disparaître au profit d'un conseil un peu plus riche vis-à-vis des assurés. Et la clé, elle est là, c'est-à-dire que les intermédiaires doivent se professionnaliser, il y en aura moins, mais ils seront de plus en plus professionnels, et les intermédiaires doivent bien entendu, eux aussi, se digitaliser. Parce qu'ils doivent avoir une interaction digitale avec les clients finaux. Bon, nous, chez Generali, on travaille sur tout ça de manière très, très active. Comme l'a cité Christian, on est pas mal avancé sur l'assurance télématique, sur les boîtes noires dans les véhicules. On base notre tarification là-dessus. Maintenant, on a été les premiers à sortir des tarifs comportementaux en automobile. Mais en termes de service client et de digitalisation de la distribution, on avance vite. On a créé une plateforme digitale pour les agents, pour rendre nos agents digitaux. Et je pense qu'en combinant la force de la technologie et la force d'une distribution physique puissante et compétente, je pense qu'on a encore de beaux jours devant nous. Donc voilà un début de réponse sur ta question qui est compliquée. Merci Philippe. Alors, avant de passer la parole à Carlo, justement, je vais faire un petit sondage parce que j'ai la chance, comme Pierre, de pouvoir poser une question à la salle. Et la question que j'aimerais poser, c'est est-ce que la technologie est susceptible? Quelle est la technologie susceptible d'impacter plus fortement le secteur de l'assurance? Et comme ça, ce sera intéressant de voir comment tu réagis. La blockchain, l'intelligence artificielle, les drones, la réalité virtuelle ou la réalité augmentée, les objets connectés ou le véhicule autonome. Et du coup, en attendant les résultats, la question que je poserai et qui est liée à ça, il y a pas mal d'industries dont on a dit qu'elles avaient été, ou qu'elles considèrent que la technologie les a transformées, disruptées. Qu'est-ce qu'il en est de l'assurance? Selon toi, est-ce que la technologie va réellement disrupter l'assurance? On voit que c'est blockchain qui arrive en premier, mais largement. C'est le point 2, et je vais en parler un peu. Je pense que l'intelligence artificielle ou le machine learning va amener beaucoup. Avant tout, quand on parle de disruption, je pense c'est toujours une question de point de vue, la disruption. Et donc, pour moi, c'est une phrase d'un jour, allons voir Oettinger et parlant de création d'emplois, on avait fait des calculs avec McKinsey très savants sur le fait que les nouvelles technologies amenaient de l'emploi en Afrique, etc., un peu partout. Et il me dit oui, c'est très sympa, mais moi ce qui m'intéresse, c'est ce que ça mène de l'emploi là où il est détruit. Et je pense que la disruption, ce qui nous intéresse de savoir, c'est ce que ça comporte pour chacune de nos entreprises. Maintenant, quelques faits quand même, en commençant par l'usager.
La première chose que je trouve intéressante, c'est qu'il est clair qu'avec l'arrivée du portable, et depuis 10 ans maintenant c'est devenu, les gens sont prêts et s'attendent à utiliser leur portable dans leur relation avec leurs fournisseurs. Et l'assureur est un fournisseur comme plein d'autres. Et on s'attend à l'utiliser pour beaucoup de choses. On peut l'utiliser pour la gestion d'un sinistre, on peut l'utiliser pour acheter, mais il n'y a pas que le marketing et l'achat. La disruption n'arrivera pas par le marketing. Clairement, cette envie d'utiliser sur le portable est, aujourd'hui, en France, c'est 60-75% des gens qui ont un portable s'attendent à l'utiliser tous les jours dans certains services. Dans l'assurance, l'offre n'est pas encore là pour pouvoir le faire. Et c'est une question importante. La deuxième, et je pense que Mme Falco-Pierrotin pourra après en dire beaucoup plus que moi, mais les gens ont très bien compris qu'en fournissant certaines données, ils auront certains services. Tu ne me dis pas où tu es, il n'y a pas de GPS. Tu me donnes certaines données, je peux te fournir un service. Et ça, pour moi, c'est une deuxième chose, quand je pense aux assureurs, que je trouve importante. Les gens ont compris ça, ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas respecter la vie privée, ce qui ne veut pas dire qu'il faut faire attention, mais ce qui veut dire qu'avec un portable en main et la possibilité de partager une donnée, se créent des conditions pour faire quelque chose. Très brièvement, moi je pense que l'assurance prendra de l'importance et qu'en termes de secteur, la technologie est une opportunité pour avoir de nouveaux risques, et je ne vais pas me détailler là-dessus, mais plein de nouveaux risques vont arriver, il faudra bien s'en occuper. Pour faire de la prévention, et je pense que la prévention dans les maisons et la prévention dans la santé vont prendre beaucoup plus d'importance. Je peux citer des dizaines d'entreprises dans l'InsurTech qui ont fait ça. Ce n'est peut-être pas de la disruption, mais c'est un accroissement du secteur, un secteur augmenté, une assurance augmentée, comme vous utilisez beaucoup le terme aujourd'hui. Et je pense que c'est une très très grande opportunité. L'épargne finalisée, on en parle peu, mais l'épargne est de plus en plus finalisée à quelque chose, avec la population qui vieillit, et l'assurance a un rôle à jouer là-dedans. Je partage totalement ce qu'a dit Philippe, ça fait des années d'ailleurs que je le dis. Call center et agences sont un énorme atout, pas un poids. Un énorme atout parce que c'est des services complexes, parce qu'il faudra intégrer la santé et la maison et ces nouveaux services, il faudra les intégrer d'une quelque manière auprès des gens, et que ça ne se fait pas. L'Internet n'est pas l'ennemi de la vie réelle ou de l'online ou de l'offline. Ça se fait, avoir un réseau va aider à le faire. 3 thèmes maintenant, et je termine tout de suite, mais je les trouve très importants d'un point de vue plus entreprise et individuel. Ce qui s'est passé dans les 10 dernières années, ça a effectivement été une révolution dans le marketing. Cher ou pas cher, Google est une enchère. Donc les prix, ce n'est pas nous qui les faisons, c'est vous. Ce qui pour moi est une indication très importante. Ça veut dire que si ça n'avait aucune valeur, les prix ne monteraient pas aux enchères. Donc ça veut dire que le marketing a quand même changé quelque chose. C'est vrai que les prix dans le marketing ont monté en 10 ans. Mais comme c'est une enchère, je pense que ça veut dire ce que ça veut dire. Maintenant, ce que nous voyons, et je pense ça extrêmement important, et je suis un peu déçu de voir que l'intelligence artificielle n'a que 2,3%, c'est quoi? C'est que la plupart des secteurs commencent à mettre en ligne tout leur système d'information. Et pourquoi je mettrais en ligne tout mon système d'information? On le voit dans la banque. J'ai beaucoup travaillé avec des banques les 2 dernières années sur ce thème-là, d'ailleurs aussi avec des assureurs, et même en France. C'est qu'à partir du moment où on peut avoir une interface comme le portable, qui est l'interface pour les gens toute la journée, à partir du moment où les gens comprennent que, tout en respectant la vie privée, mais qu'il y a un partage, je vous donne la donnée, tu me donnes un service. À partir du moment où on se dit, voilà, moi je peux mettre en ligne mon système d'information, parce qu'avec le cloud et avec le coût de gestion des données qui baisse dans le temps, eh bien, je peux imaginer de nouveaux services. Avec ce que je viens de dire avant sur prévention, service et home, la mise en ligne du système d'information est une énorme opportunité. Alors c'est clair que quand on est une grosse compagnie d'assurance grande, avec un passé, des process et des structures, c'est plus difficile à faire que quand on est dans l'InsurTech et on commence à zéro. Mais si on regarde la croissance de l'InsurTech dans les dernières années, je pense qu'il est vraiment en train de se passer quelque chose. Et que si on ne le regarde que du point de vue de l'entreprise, de son intérieur, on risque de ne pas s'en apercevoir. Donc pour moi, c'est quoi les 3 tendances importantes? C'est que, 1, les databases vont acquérir de l'importance, et il va falloir avoir des règles claires sur ce qu'on peut partager et pas et comment. Mais il y a un désir des gens de partager des données pour avoir des services. On l'a vu dans tous les secteurs industriels, que l'usage et la transparence vont devenir plus importantes. Aujourd'hui, l'envie d'avoir de l'usage-based en disant « moi je te dis comment j'utilise le service et je veux que le risque, je paye quand il y a le risque, pas quand il n'y a pas le risque. Ma voiture, elle est à la maison 90% du temps, pourquoi je paye pour 100%? » Cette transparence, que la collaboration va devenir pour moi le maître mot. Je voudrais terminer par ça, ce dont on s'est aperçu chez Google, et j'en ai fait ma vie depuis quelques années, c'est qu'en fait, ça pousse à des modèles de collaboration entre entreprises et entre secteurs. Sanofi et nous soignons le diabète.
Fiat et nous, la voiture qui se connecte, pardon, la voiture connectée c'est autre chose, mais la voiture autonome. L'assureur et nous dans les maisons, avec l'assistant, avec d'autres choses, qu'est-ce que ça peut faire, nous ou d'autres dans l'Internet, hein, je ne parle pas de Google particulièrement. Donc je pense qu'il faut s'ouvrir à deux idées. La première, c'est quand on a des données, il faut les interpréter, et donc le machine learning va prendre de l'importance. C'est pour nous le futur. Il y a 10 ans, on disait mobile first, maintenant on dit machine learning first. Deux, que ces formes de collaboration vont faire en sorte que les secteurs industriels vont travailler entre eux. Et trois, que je ne sais pas si ça disruptera le secteur, mais il faut faire attention à ne pas trop se regarder soi-même et regarder le client. La transformation que le client va vouloir en termes de relation avec l'assurance, avec le monde du risque en général, avec les risques dans sa vie, va être extrêmement profonde. Et que la croissance du FinTech, qui est 2 fois plus importante que celle de l'InsurTech, est 2 fois plus importante que celle du FinTech dans les 4 dernières années, et en est pour moi la preuve. Merci Carlo. Alors justement, ça fait une bonne transition parce que entre ce qui était le résultat 2,3% et puis ce que Carlo vient de dire, c'est-à-dire que l'importance des data et databases, je pense que Grégory Renard, je rappelle qu'il est cofondateur de Xbrain, a un point de vue différent. Et surtout que j'ai lu que vous disiez que selon vous, l'intelligence artificielle, c'est comme l'électricité. Vous pouvez nous en dire plus là-dessus? Parce que nous, il y a 2,3% qui croient à l'électricité, là. Donc, En fait, d'abord, merci, Carlo. C'était une super transition. Et merci d'avoir fait le sondage, parce que vous venez de confirmer que j'avais une opportunité incroyable devant moi. Donc, c'est merveilleux. Vous êtes tous occupés de vivre l'aventure Kodak, les yeux ouverts. Donc, c'est juste excellent. J'ai envie de dire merci. Merci à Google d'avoir lancé le chemin également. Donc aujourd'hui chez Xbrain, on fait quoi? On fait en fait du machine learning. Donc dans mon cas, j'en fais depuis 20 ans à peu près. Donc j'étais un extraterrestre auparavant, donc je vais le faire encore aujourd'hui. On est spécialisé sur le langage. Donc grosso modo, je fais tout ce qui est le traitement du langage, donc conversation. J'apprends aux machines à parler avec des autres machines, mais à parler avec des êtres humains également. Donc j'avais lancé NG, qui était un peu un équivalent de Siri ou Cortana ou en fait Google Home qu'on a également en fait chez vous. On a compris qu'on n'avait pas la taille pour être global, donc il fallait être focus. Donc on est parti sur le monde de l'automobile puisque je viens d'un passif en fait et d'un passé monde de l'automobile e-commerce. Donc on a commencé comme ça, on a travaillé avec des constructeurs, on s'est retrouvé souvent en compétition avec Google et on les remercie parce que grâce à eux on a pu évoluer et devenir meilleur en fait dans notre métier. Deuxième axe, en fait, à un moment donné, on s'est rendu compte qu'on avait un autre marché qui nous tendait les mains, qui était la relation client, le customer service, puisque justement la responsable en fait d'une grande compagnie d'assurance m'a contacté un jour en disant Grégory, est-ce que je peux déployer ton système que j'ai vu dans la voiture? Donc le système était très simple, hein. Vous êtes dans votre voiture, détection d'une panne, remontée d'informations dans le cloud, analyse, détection de quelle est la problématique, on explique au conducteur ce qui se passe, on prend rendez-vous automatiquement dans le garage. Et donc en définitive, alors que vous êtes occupé de rouler, on vous explique le voyant, ce qui s'est passé, et on vous a déjà redirigé vers le garage au besoin pour éventuellement faire tout de suite une révision si le souci est majeur. Donc de là, on est parti dans le customer service et le call center. Et en fait, on a déployé sur des choses très simples au début. Donc, c'est-à-dire perte de mot de passe, qui aujourd'hui engorge vos call centers pour à peu près 30%, je pense en moyenne, voire un peu plus, un peu moins, et qui n'apporte absolument aucune valeur à votre marque. Juste zéro. Vous traitez le problème de votre marque, du moins que le client a, avec votre marque, et vous ne traitez pas le problème de votre client. Vous avez juste oublié que c'était un client à vous, à la fin. Et vous vous dites, ben voilà, j'ai un dysfonctionnement dans mon système informatique, et je vais le pallier en mettant ce qu'on appelle aux États-Unis, dans la Silicon Valley, des monkeys. Donc des personnes, en fait, qui sont parquées dans des call centers de plus en plus vastes, de plus en plus grisants, avec des images complètement négatives, des personnes qui, en définitive, ne trouvent pas de sens à leur vie, et en définitive, en fait, des esclaves intellectuels, hein, grosso modo, soyons clairs, qui sont sous-payés, qui n'ont pas forcément de grande valeur. Et donc, à partir de là, de grande valeur dans le travail qu'ils vont pouvoir réaliser et de sens, en fait, à leur vie. Et donc, on a mis ça en œuvre et on s'est mis pour objectif, au travers du langage naturel, de la conversation, 3 objectifs. 1, on répond aux clients 24/7.
Moi, personnellement, je suis, étant un de vos clients, alors je ne sais pas qui exactement dans la salle, en fait, je ne citerai pas de nom, mais forcément, je suis un de vos clients à différents niveaux. Premièrement, moi, je veux une réponse 24/7. J'ai autre chose à faire que de voir durant mes journées, durant la journée, travaillant 10 heures à 12 heures, même un peu plus par jour. Forcément, je n'ai pas le temps d'appeler la compagnie d'assurance. Je veux pouvoir faire le soir, la nuit, à n'importe quelle heure. On répond 24/7. Deuxièmement, je ne veux plus de file d'attente. S'il vous plaît, on arrête ça, quoi. Ça, c'est un sketch. On va arrêter ça tout de suite et on va utiliser les bonnes technologies aujourd'hui au bon endroit pour réduire cette file d'attente. Et enfin, s'il vous plaît, donnez de la valeur à vos collaborateurs. C'est-à-dire, on va réduire le turnover du call center. Je suis un ch'ti. Donc, je viens de la région du Nord et aujourd'hui, je vis dans la vallée, à Palo Alto, Menlo Park, voilà, en plein centre. Et donc, aujourd'hui, ce qui est important, c'est également de comprendre ça. Quand je reviens en vacances dans ma région, je suis effaré de voir qu'en fait, on n'a pas bougé. On a fait des jolis rapports, hein. En fait, on en parlait avec madame, mais il n'y a pas eu d'action. Mais pendant ce temps-là, c'est merveilleux. Moi, tous les 3 mois, je révise complètement nos algorithmes d'intelligence artificielle. On ne vit pas sur la même planète. Et je pense que Google peut en témoigner, hein. En fait, on a un rythme qui est complètement différent, un rythme de vie qui est complètement différent. Au sein de mon équipe, ma core IA, ma core team IA, j'ai une équipe qui a pour charge de nous disrupter. C'est-à-dire que dans ma compagnie, j'ai créé une sous-équipe dont l'objectif est de créer des algorithmes qui vont être différents de nos propres algorithmes. Et vous vous souvenez, j'ai l'occasion de vous montrer une dernière génération d'IA où elle est capable d'aller lire complètement les FAQ, les documents, et, en fait diverses d'une entreprise, de les lire, de remonter la connaissance, et on peut la brancher sur le trunk SIP de votre call center. Et ce qui est ultra important, c'est de parler en tant qu'homme augmenté, votre agent augmenté. Imaginez demain ne plus avoir une productivité. On avait une discussion tout à l'heure dans le salon avec une personne où je disais, voilà, vous avez combien de collaborateurs? 70 000. Imaginons que vous ayez à peu près 20 000 personnes en charge de la relation client à un moment donné. Et on n'est pas dans des ratios de productivité x2, x3 ou x4. On est dans des ratios de productivité de x10, x100 et x1000. C'est ce qu'a amené l'électricité. C'est ce que va amener maintenant l'intelligence artificielle en question. Et donc ça, c'est vraiment le point important. Aujourd'hui, nous, on arrive à accompagner, on prend 80 000 conversations par jour avec la machine, en laissant, pour un client, hein, en laissant l'opportunité à l'être humain à tout moment de se rebrancher vers un autre être humain. Donc ce n'est pas, en fait, vous prenez la machine ou rien d'autre. C'est on travaille collaborativement ensemble. Et on crée des ratios de x10, x100 et x1000 en termes de productivité. Et ça, c'est une opportunité pour votre entreprise. Ça n'est pas, en fait, quelque chose dont vous devez avoir peur. Vous devez l'embrasser tout de suite. Et vous ne devez pas l'embrasser uniquement pour le plaisir ou vous dire, bah tiens, il y a 2,3%, et il y a un petit gars de la Silicon Valley qui est venu avec des grands mots et qui nous a fait un peu bouger, donc on va en fait y aller. Non, vous devez le prendre pour, en fait, faire grandir votre entreprise. C'est une opportunité de croissance pour vous. Parce que vous pouvez en fait dynamiser complètement, déléguer toute une partie des tâches vers la machine et laisser en fait les tâches à très haute valeur ajoutée vers l'être humain, parce que ce sont eux les premiers en contact avec vos clients. Et on ne parle pas d'intelligence artificielle, on parle de comment on réenchante la relation avec la marque. Comment on recrée une relation très personnelle, et c'est exactement ça que l'électricité peut amener, donc l'intelligence artificielle, qui est cette nouvelle électricité. En fait, ceci étant, je n'ai pas la propriété de cette expression, c'est Andrew Ng qui l'a dite, et je me suis permis de la replacer. Andrew Ng étant en fait un enseignant à Stanford, qui a été également en charge de Google Brain en fait chez vous, et qui est parti ensuite chez Baidu, et qui, merci aujourd'hui, se lance dans l'éducation. Il est à fond sur deeplearning.ai, parce qu'en fait, l'intelligence artificielle, c'est un terme bullshit. Hein. Donc, parlons essentiellement de data, machine learning et deep learning. On ne fait rien d'autre que ça, c'est un terme marketing, et s'il vous plaît que la presse arrête d'encenser ça. Par contre, c'est une vraie transformation que vous devez embrasser, si pas pour vous, parce que je pense que pour tous vos carrières sont pliées, sont très bonnes. Je pense que les promotions sont vraiment l'épaisseur du trait, mais sont pour les autres qui viennent après vous, en fait. La France est le plus grand fournisseur d'ingénieurs en intelligence artificielle
C'est impressionnant. Je vis à Menlo Park, à Palo Alto. Nous faisons des meet-up. Nous parlons quelle langue, à votre avis? Français. Et c'est pas une blague. Mes amis qui sont chez Google, mes amis qui sont chez Facebook, mes amis qui sont chez Apple, etc., nous nous retrouvons, nous parlons machine learning en français. Bien, alors, merci Grégory. Ce que je vous propose, vous avez une deuxième chance. À la fin, je referai le sondage. On va voir. D'accord? Alors, tout à l'heure, on a parlé de FinTech et d'InsurTech. Je ne sais pas dans quelle catégorie vous voulez vous situer, mais ce sera intéressant maintenant d'entendre Jean-Charles Samuelian. Mais juste avant, il y a un petit biais, parce qu'on sait ce que vous faites. Je voudrais faire un autre petit sondage rapide. Selon vous, la technologie susceptible d'impacter plus fortement le secteur de l'assurance, je l'ai dit tout à l'heure, c'était blockchain. Et cette fois-ci, le domaine de l'assurance le plus impacté par les InsurTech sera lequel? La santé, l'assurance vie, l'automobile ou l'habitation? C'est pas parce que Jean-Charles est juste là qu'il faut... Court terme. Ah, ça tombe bien. C'est bon, tu peux prendre la parole. Non, mais cette fois-ci, je me suis méfié. Bien, la santé à égalité avec l'automobile, on y reviendra. Donc, Jean-Charles, c'est simple. Que signifie donc la disruption technologique pour vous qui, au fond, la tournez autour d'un produit et du secteur de la santé? Bonjour à tous et merci de me recevoir. On a parlé pas mal hier soir de disruption. Bernard, tu l'as très bien défini. Bruno Le Maire s'y travaillait dessus. J'aimerais juste revenir sur la manière dont disruption technologique a été définie par un des grands penseurs de la tech, qui est Christensen. Et en fait, la disruption technologique, c'est des incumbents, donc des acteurs existants, et je vais faire beaucoup de franglais, je vous prie de m'excuser, qui sont très occupés à servir des clients qui leur apportent beaucoup, donc avec des produits complexes, et qui ne voient pas des nouveaux acteurs rentrer par le bas du marché, servir des clients, des utilisateurs qui, en fait, soit coûtaient trop cher en distribution, soit coûtaient trop cher en cost of serve. Et en fait, ces nouveaux acteurs, après, montent la chaîne de valeur et deviennent les gros aussi à servir. Et c'est ça la définition de la disruption en tech, et c'est ça qu'on a vu dans beaucoup de marchés. Donc, est-ce que nous, en tant qu'Alan, on est un disrupteur ou pas? C'est assez difficile à définir. Ce qu'on peut dire toujours d'un point de vue théorique et par rapport à ce que j'ai entendu précédemment, c'est que on a ce biais humain, et on parlait un peu de biais, de quand on se retourne sur le passé, le percevoir d'une manière très différente de la manière dont il s'est passé. Le premier iPod, quand il s'est vendu à quelques centaines de milliers d'exemplaires, c'était pas énorme. Google, au moment de leur IPO, donc 8 ans après la création de Google, il y a encore beaucoup de personnes qui pensaient que Google ne transformerait pas le monde, et l'IPO s'est d'ailleurs pas si bien passé par rapport aux espérances de Google. Facebook a mis très longtemps avant de faire son IPO aussi, avant de générer du revenu. Et du coup, la disruption prend du temps. Ça, c'est un premier point. La disruption prend du temps et la technologie prend du temps. Et on a tendance à essayer de distordre en se retournant vers le passé sur « Ah, il n'y a pas encore de disruption, mais il y a des nouvelles pistes. » Ceci étant dit, nous, ce qu'on essaye de construire avec Alan, donc on est une assurance santé 100% en ligne. Et je pense que ça reprend en fait les 4 points que Christian a donnés. Et je pense qu'il ne faut surtout pas les séparer. L'erreur, c'est de décloisonner la distribution avec la structure de coûts, avec la structure de service. C'est nous, la manière dont on le voit, et c'est pour ça qu'on a créé ce qu'on appelle une assurance full stack, où on contrôle full stack, c'est-à-dire qu'on contrôle toute la chaîne de valeur, on est agréé par la CPR, on gère notre risque, on gère la distribution et on gère le back-end, parce que tout est très interconnecté. L'expérience utilisateur, elle n'est pas seulement au moment de la distribution, elle est certes au moment de la distribution, est-ce qu'on fait de l'achat ou de la vente? Nous, on s'aperçoit qu'on a plutôt de l'achat dans le sens où il y a 7 à 8 clients sur 10 qui viennent chez nous, achètent une assurance sans qu'on ait eu strictement aucune interaction avec eux. Donc on considère que c'est plutôt de l'achat et qu'on peut faire un funnel en ligne et ça prend moins de 10 minutes. Hein. Enfin, il y en a beaucoup qui signent en 3 minutes, mais on a une très forte proportion qui signent en moins de 10 minutes.
Donc, il y a ce moment de la distribution, et après, il y a toutes les interactions. Les interactions au moment de la gestion des sinistres, l'interaction au moment du service client, l'interaction au moment de la définition contractuelle et de la manière dont je vais gérer les problèmes avec mes utilisateurs. Et ça, en fait, ça a une implication qui est assez forte, qui est de reconstruire un back-end et une infrastructure technologique de pointe pour donner beaucoup de simplicité au début. Et en France, bon, on a la chance d'avoir des assureurs en France qui sont internationaux, hyper puissants, etc. Mais on a eu toujours un peu ce biais de négliger l'expérience utilisateur au service de la fonctionnalité. Donc on considère, j'en parlais hier soir au dîner, mais on a fait le Minitel qui avait toutes les fonctionnalités d'Internet, donc en fait on était aussi bon qu'Internet et on a inventé tout le monde avant. À la fin, en termes d'usage, c'est Internet qui a gagné parce qu'il y a eu un vrai... On a pensé à l'utilisateur final et à son interaction et on a eu du développement produit continu et très itératif. Le dernier point dans la distribution qui me semble assez important, c'est que on prédit très très mal le futur. Et c'est assez bizarre de dire ça dans une salle d'assureurs et avec des actuaires, mais on prédit super mal le futur quand on conçoit du produit. Donc on peut avoir des visions, on peut avoir des idées, du dogme, mais il faut le confronter à la réalité et il faut itérer beaucoup. Itérer beaucoup, on peut itérer avec une organisation d'entreprise, et ça je pense c'est un des gros enjeux des assureurs demain, s'ils ne veulent pas être disruptés, c'est repenser leur organisation interne sur comment je conçois du produit, comment j'interagis avec le risque, comment j'interagis avec mes utilisateurs. Il y a aussi comment je crée des outils, et c'est là où je pense que le machine learning, et moi aussi je déteste le mot intelligence artificielle, peut beaucoup aider. Comment je crée des outils qui vont m'aider à être plus performant et à mieux servir mes utilisateurs. Donc, on parle plus trop dans les équipes dans les grosses boîtes de technologie dans la Silicon Valley, on parle plus de marketing par exemple. On parle de growth, de croissance. Et globalement, les équipes de croissance, elles sont gérées par des ingénieurs la plupart du temps qui font du machine learning, de la data science et du produit et du design. Et parce qu'en fait, toutes ces problématiques-là, c'est comment je vais comprendre mon interaction avec mon utilisateur et comment je vais créer des modèles qui vont m'aider à améliorer cette interaction. Le dernier point dans cette vague technologique qui est en train de transformer le monde, et nous on pense, oui c'est mobile first, oui il faut apporter du service, oui il faut apporter beaucoup de transparence, et la technologie, un enabler, permet d'apporter beaucoup de transparence. Ça va recréer un dernier point qui est la qualité de marque et la confiance qu'on peut apporter dans son assureur. Et c'est assez amusant, on est dans un secteur où il y a beaucoup... d'acteurs qui parfois placardent dans certains aéroports qu'ils ont la marque la plus forte de l'assurance. Quand on interagit avec des utilisateurs, et nous on l'a beaucoup fait, il y a très peu de confiance. Il y a très peu de confiance entre l'assuré et l'assureur. Il y a toujours eu cette relation de conflit qui est, à chaque fois que j'ai eu un sinistre, j'ai eu l'impression que l'assureur faisait tout pour ne pas me rembourser ou essayer de... C'est la perception des utilisateurs. Et on se doit en tant qu'industrie, je pense, d'apporter de la confiance, parce que la confiance, elle va avoir deux impacts. Un, elle va avoir un impact financier, on parlait du coût de marketing et du coût de distribution en ligne, mais nous, la plupart de notre distribution se passe en bouche-oreille, donc elle va réduire très très fortement le coût d'acquisition client, si on remet de la confiance, si on remet de la qualité produit, et elle va permettre de construire, ce qui est, je pense, le dernier enjeu et l'enjeu le plus important, une interaction autour du service qui va être crucial. On ne va plus vendre de l'assurance quand on va vendre de l'assurance, on va vendre un interface avec le système de santé qui est fonctionnel, un interface avec mon automobile qui est fonctionnel, un interface avec mon habitation qui marche bien. Et c'est ça qui va être tout l'enjeu. C'est comment je me place en tant qu'assureur comme une plateforme de service qui va changer la vie de mes utilisateurs, grâce à l'expérience utilisateur, pour nous, grâce à l'intégration avec le système de soins, tout en préservant ce niveau de confiance. Et c'est là où il y a tout l'enjeu de qu'est-ce que j'écris dans ma gestion de la donnée et comment j'interagis pour avoir une vision pro-utilisateur de la donnée. Donc, ça pose des questions, là aussi, d'industrie, entre la personnalisation du prix, la mutualisation du risque. Est-ce que j'utilise la donnée plutôt pour personnaliser les interfaces, pour personnaliser la prévention, ou est-ce que j'utilise la donnée pour personnaliser les prix? Moi, je suis plutôt sur la première option, qui est on doit croire très fortement à la mutualisation du risque, mais on doit utiliser la technologie pour faire en sorte qu'un diabétique de type 2 ait une interface très différente d'un jeune de 25 ans et puisse gérer sa santé de manière beaucoup plus facile. Merci. Du coup, surtout que quand on parle de données en santé en France, c'est un sujet extrêmement sensible. Et je vais donc avoir du mal à faire preuve d'innovation et être disruptif quand je vais poser ma question à Madame Falk-Pierrotin. Tout simplement, qu'est-ce qu'en pense le régulateur et la CNIL?
C'est une question facile à traiter en 5 minutes, vous en conviendrez. Bonjour à tous et merci effectivement de me donner la parole dans cette assemblée d'aujourd'hui qui parle de questions qui sont pour nous absolument centrales. Alors, je voudrais commencer par réagir par rapport à ce qui a été dit par, je ne me souviens plus son nom, par Grégory. Je crois que nous, en tant que régulateurs, on ne se pose pas la question de savoir s'il y a ou non une disruption, si la disruption est plutôt importante, moins importante, etc. On y est dans la disruption. C'est-à-dire que depuis 2012, nous avons, compte tenu de la place nouvelle de la donnée dans ce numérique, totalement repositionné l'action du régulateur pour en faire un accompagnateur de l'utilisation de la donnée par les différents secteurs dans des conditions respectueuses de la loi. Et donc ça, c'est fondamental, si vous voulez. Je crois que le débat sur l'ampleur ou non de la disruption, je trouve que c'est un débat presque qui est un peu daté maintenant. On a un nouvel univers, qui a une nouvelle technique, un nouveau rapport au temps, des nouveaux outils nécessaires, et les uns les autres, chacun dans notre rôle, nous devons effectivement nous adapter. Alors, en tant que régulateur, moi j'ai trois remarques principales. La première, c'est que nous pensons que la protection des données est aujourd'hui effectivement un enjeu stratégique. Pourquoi ? Pour moi, 2 raisons. La première, c'est ce qui a été dit par mon voisin de gauche. Les gens veulent du retour par rapport à l'échange de leurs données, ils veulent échanger leurs données. Mais en même temps, toutes les études le disent, les gens sont inquiets sur l'utilisation qui est faite de leurs données. Je lisais récemment une étude qui a été faite par KPMG qui disait que 90% encore des personnes sont mal à l'aise par rapport à l'utilisation et de leurs données et hésitent au partage. Donc cette crise, en tout cas ce malaise de confiance à l'égard des données, c'est quelque chose qui a été, dans le fond, démontré de façon éclatante avec les révélations de Snowden en 2011. Mais si vous voulez avoir un cadre de confiance avec vos clients, alors vous devez donner des garanties en termes de protection des données. La deuxième raison pour laquelle la protection des données est aujourd'hui un enjeu stratégique pour vous comme pour d'autres secteurs, c'est évidemment les questions de cybercriminalité. Le numérique, tous ce nouvel univers crée de la vulnérabilité pour les acteurs nouvelles. On a eu dans l'année passée toute une série d'exemples de failles de sécurité et je crois que pour une profession comme la vôtre qui traite des données sensibles, évidemment les garanties de sécurité des données et donc de protection des données sont des garanties absolument nécessaires. Donc pour ces raisons, nous pensons que la protection des données est effectivement un enjeu stratégique pour l'assurance, mais qu'il ne faut pas simplement voir cet enjeu stratégique comme une contrainte administrative. Vous devez le voir comme un argument concurrentiel. Dans cet environnement disrupté qui est extrêmement compétitif, les garanties que vous pouvez apporter en tant qu'assureur sur la protection des données vis-à-vis de vos clients, ce sont des garanties qui sont des arguments extrêmement solides. Et moi, je vois de plus en plus, dans les contacts que j'ai avec un certain nombre d'industriels, cet argument, finalement, marketing autour de la protection des données, être de plus en plus présent. J'avais, il y a quelques semaines, une réunion avec un fonds d'investissement. Vous conviendrez qu'un fonds d'investissement et la CNIL, ce n'est pas nécessairement quelque chose qui va naturellement ensemble. Et de quoi parlait ce fonds d'investissement ? De protection des données par rapport aux investisseurs. Donc je crois qu'on est maintenant arrivé, compte tenu des attentes de vos clients, à un moment où la protection des données, n'est pas seulement un coût, mais c'est un investissement qui peut être rentable pour vous. Donc ça, c'est le premier point que je voulais affirmer. La deuxième chose que je veux dire, c'est qu'il est évident que ce nouvel univers impose aux régulateurs que nous sommes de travailler différemment avec vous.
on n'est plus dans une époque où le régulateur, si vous voulez, était une sorte de deus ex machina qui travaille de façon isolée sans prendre en compte les réalités du marché. Nous sommes à la CNIL, mais également au niveau européen, convaincus que la régulation se co-construit avec les acteurs. Et avec l'assurance, c'est quelque chose que nous avons fait de façon très, très réelle dans les dernières années, puisque le secteur de l'assurance, et je remercie Bernard à cette occasion, a été vraiment un secteur qui s'est prêté à cette action avec la CNIL de co-construction, et nous avons mis en place ce qu'on a appelé un pacte de conformité avec l'assurance. On a très récemment élaboré un nouveau pacte de conformité sur la voiture connectée. Et dans le fond, qu'est-ce que ça veut dire ces pactes? Ça veut dire très simplement que nous intégrons avec vous la protection des données très en amont dans l'élaboration de vos produits et de vos services. C'est une sorte de privacy by design. Et c'est facilité par vous. Et in fine, cela, encore une fois, conduit à construire une innovation plus robuste. Donc, la deuxième remarque, c'est que le régulateur doit descendre, entre guillemets, sur le terrain pour co-construire avec les acteurs ces outils extrêmement souples et évolutifs qui permettent à la protection des données, je dirais, d'être incarnés. Vous voyez, ce n'est pas simplement des principes un peu généraux de proportionnalité, de respect des droits. Souvent, c'est quelque chose qui apparaît comme très théorique pour les acteurs du marché. Là, grâce à ces nouveaux outils, grâce au label, grâce à la certification, eh bien, on peut donner corps à ces principes et, de ce fait, participer à l'argument concurrentiel que je mentionnais dans le premier point. La troisième remarque que je voulais faire, c'est que l'Europe, en matière de protection des données, là, est en train, je dirais, d'avoir un saut qualitatif avec le règlement européen sur la protection des données. Il faut bien se rendre compte que nous étions en retard. On est en retard en termes d'acteurs. Il a été dit que nous étions en retard dans certains cas en termes de vitesse d'adaptation, de technologie, alors que nous avons souvent en Europe toutes les compétences. Sur le plan régulatoire, ce que va faire l'Europe avec le règlement européen, qui donc est pleinement opérationnel à partir de mai 2018, c'est montrer que nous sommes capables d'élaborer un cadre réglementaire qui à la fois permet l'innovation, vous permet de combiner les données, de personnaliser vos offres, permet à la donnée de circuler, tout en étant fidèle au principe de respect des personnes, qui sont quand même des principes européens extrêmement forts. Et ça, je crois que c'est un message non seulement politique, mais un message opérationnel de l'Europe qui est quand même extrêmement intéressant. J'ajouterais que je crois que ce matin, il a été dit, dans le fond, l'Europe n'est pas bonne en termes de gouvernance des régulateurs et que la gouvernance des régulateurs n'existe pas ou est insuffisante. Ce que je veux vous dire en matière de protection des données, c'est que là, vous avez un exemple d'une gouvernance qui va être particulièrement originale en termes de protection des données, puisque ces 28 régulateurs européens vont avoir la capacité de co-décider sur les sujets, bien sûr, d'intérêt commun, ensemble. Donc ça va être le seul domaine, véritablement, et c'est un domaine essentiel pour les praticiens que vous êtes, où 28 régulateurs nationaux pourront prendre des positions communes par rapport à des acteurs mondiaux. Et je crois que là aussi, ça nous donne une carte dans la concurrence internationale, qui est une carte qui, je crois, a beaucoup de prix. Voilà donc très rapidement, en première réaction, ce que je peux dire sur la position du régulateur par rapport à tout ce qui a été dit. Mais encore une fois, mon message principal, c'est de dire la régulation, dans le fond, doit accompagner ces changements, doit faire en sorte que les innovations, les nouveaux services portés par les uns et les autres soient rendus possibles, mais au sein d'un cadre de confiance. Et je crois que ce cadre de confiance, il est véritablement, surtout en matière d'assurance, puisque qu'est-ce qu'on attend d'un assureur?
On attend une parole de vérité. On attend une temporalité qui ne soit pas immédiate, de court terme, mais une inscription dans la durée. On attend une loyauté sans faille d'un assureur. Donc, surtout pour les assurances, je crois que cette question du cadre de confiance est déterminante et, en tout cas, les régulateurs et la CNIL que nous sommes est tout à fait prêt à répondre à ces demandes. Merci, madame. Une réaction, non? Alors, moi, je voudrais revenir sur... je ne veux pas que tu aies cette frustration qui demeure sur... parce que j'ai noté quand même, distribution, la grande frustration. C'est quand même désagréable, cette affaire-là. Et je me disais, non mais, Christian, comment, selon toi, les entreprises d'assurance dans le monde tel qu'il est avec les technologies, elles peuvent gérer cette question de distribution? Bon, c'est pas à moi de le dire. Tout le monde réfléchit à ce problème. Disons, moi, en général, j'ai un peu de peine avec le mot distribution. C'est mon mot sensible parce que disruption, parce que ça suggère quelque chose de beaucoup plus important de ce qu'on voit aujourd'hui. Ce qu'on voit aujourd'hui, c'est beaucoup de nouvelles solutions très intéressantes, comme celle de Grégory. Et je pense que tout le monde va l'adopter et ça va réduire les coûts de l'assurance, mais ça ne va pas permettre à un assureur de gagner de manière exponentielle vis-à-vis des autres. Et on a évidemment à l'intérieur, en regardant l'assurance, on a essayé de réfléchir, est-ce qu'il y a un scénario de disruption véritable? Et c'est assez difficile de les trouver, mais il y en a un dans le côté de la distribution. C'est le seul plausible pour moi, mais ça ne veut pas dire qu'il va venir. C'est si on voit les grandes compagnies comme Google développer des assistants digitaux basés sur le machine learning, deep learning, etc., avec beaucoup de passion. Il y en a à peu près 5 qui développent ça avec beaucoup, beaucoup d'argent. Et j'imagine un monde où il y en aura peut-être quelques-uns qui vont se concurrencer et ça va devenir des interfaces extrêmement fortes. C'est-à-dire qu'en ce moment, ils ne sont pas encore très utiles, mais dans 2-3 années, les gens vont commencer à s'adapter, les utiliser tous les jours. Ça va être extrêmement utile. Ces assistants digitaux pourront nous faire des recommandations sur la musique, les restaurants, etc., qui seront infiniment meilleures, plus fortes que ce qui existe aujourd'hui. Donc, on peut imaginer un monde dans 5 à 10 ans où la confiance est presque totale. Ça devient comme une personne. Le matin, en allant au bureau, on dit Siri, non, assistant, qu'est-ce qu'il y a sur le programme aujourd'hui? Il dira, voilà, c'est ça, tu as réfléchi à ça, ton frère a un anniversaire après-demain, est-ce que tu veux que j'envoie quelque chose? Enfin, ça va être très, très interactif et je peux imaginer que toute une nouvelle génération sera tellement fort, tellement utile, qu'il y aura une confiance de plus en plus grande si on sait que les assistants travaillent pour nous, pas pour les autres. Et dans un scénario comme ça, j'imagine qu'au début, c'est la musique, c'est les restaurants, les hôtels et tout ça, mais il y a un moment où ça devient la médecine, les conseils, des choses comme ça, et plus tard, la finance. Donc, c'est pensable, à mon avis, qu'il y ait une telle confiance avec cette personne virtuelle, si on veut, que le moment où on pose la question, qu'est-ce qu'il y a à faire, que assistants, par exemple, disent, tu t'es marié, ce serait bien d'avoir une assistance vie, ce serait utile. On me répondrait peut-être, j'ai aucune confiance aux assurances. Assistant répondrait, c'est pas factuel, c'est pas logique ta position, Christian, parce qu'il y a 30 millions de claims qui passent chaque jour à travers ma plateforme. Ça fonctionne. Alors les gens qui n'ont vraiment pas envie de s'occuper de l'assurance diront, qu'est-ce que tu me recommandes? Et Siri dit, voilà, j'ai quelque chose là, ça coûte 10 € par mois, c'est à peu près la taille qu'il te faut. Et à mon avis, pour beaucoup de gens, ils seraient tellement contents d'avoir ça, parce qu'ils n'aiment pas s'occuper de ça. Donc de ce côté, il y a l'agent. L'agent reste, mais c'est un agent digital. C'est une possibilité qui serait extrêmement disruptive, parce que si, par exemple, c'était Apple, et il disait un jour, ils viendront vers l'assurance, dit voilà, on a iRestaurant, iTunes, iMachin truc, puis il y a iInsurance, et tout le monde peut se brancher dessus. En 2 secondes, il faut donner une quote, et puis il y a Siri qui fait une décision, un ranking, basé sur la personnalité de l'utilisateur. Vous ne pouvez pas faire partie, mais ce sera 2 milliards de personnes jusqu'à ce moment-là. Et donc, pour moi, ça, ce serait disruptif. Donc ça, c'est vraiment l'ultime customer experience, tout intégré,
pour le consommateur, qui protège le consommateur, qui ne va pas donner certaines données. Il y a beaucoup de problèmes régulateurs dans tout ça, ça c'est clair. Mais disons, du point de vue de usability, est-ce que la compatibilité avec la psychologie humaine, à mon avis, c'est presque imbattable comme concept. Simplement, la technologie n'est pas encore assez forte pour le réaliser. Mais disons, ça, ce serait évidemment extrêmement disruptif, parce que ça voudrait dire que pour certains produits, hein, je suis d'accord que ce ne sera pas les produits de saving, etc., mais des produits plus simples, c'est possible que ce soit une machine qui fasse le choix de marque. C'est le transhumanisme appliqué à l'assurance là que je vous propose. Bon, Non, mais il y a des sommes inouïes qui vont dans ces développements, et c'est clair que du point de vue de Apple ou Google, le business model, ça pourrait être formidable. Imaginez si, du point de vue Apple, vous prenez 1% comme une carte de crédit sur toutes les transactions que vous recommandez sur l'iPhone, ça pourrait donner un flow inouï. Je poserai une autre question tout à l'heure à Grégory, du coup il nous donnera son point de vue sur ce monde-là. Vas-y. Je pense qu'on a tendance à voir ça trop par rapport aux produits et aux choses qui existent aujourd'hui. Moi, la question, surtout sur l'assurance, c'est quoi le métier de l'assurance? Si on demande à un enfant de 4 ans, c'est quoi assurance, il pense prévention, il ne pense pas risque. Et je me demande si on n'a pas intérêt à revenir un peu à ça et se dire, est-ce que ce n'est pas le métier de l'assurance qui s'élargit? Est-ce que ces outils-là ne vont pas permettre de faire aux assureurs des métiers qu'ils ne faisaient pas? Parce que c'est trop coûteux, parce que c'était compliqué. Faire de la prévention, c'était cher et forcément, pas forcément intéressant pour ramener des clients aux produits. Est-ce que maintenant c'est toujours vrai? Est-ce que faire de la prévention dans la santé ou faire de la prévention ou faire de l'assurance à l'usage dans l'automobile, c'est pas au contraire devenu quelque chose qui devient économiquement intéressant? L'assistant fera des choses qu'on n'imagine pas aujourd'hui. Et c'est ça, je pense, qui sera intéressant, c'est que ça fournira des services aux gens qui n'ont pas forcément aujourd'hui. Et ce que je crains, moi, pour l'assurance, c'est que si on voit ça comme uniquement la protection du risque et d'un point de vue financier sur une base actuarielle, c'est un peu comme British Airways, comme le train ou les compagnies de train qui n'ont pas voulu devenir des compagnies d'aviation. Enfin, je veux dire, il y a une vraie opportunité, je pense. Merci. Philippe, on lit dans la presse que le groupe Generali est en pleine transformation sur l'ensemble des pays et de ses métiers. Est-ce qu'on peut profiter de la présence de Philippe pour vous poser une question sur quels sont les objectifs, qu'est-ce que vous avez mis en œuvre comme changement, et est-ce que la techno, finalement, là-dedans, elle a eu un rôle à jouer? Je peux profiter? Bien sûr. Alors d'abord, il faut comprendre le contexte. On a vécu, nous, chez Generali, au début de l'année dernière, même en fin 2015, on a vécu une disruption importante qui était, juste un mot à la mode, alors je l'utilise, c'est pas une disruption technologique, mais c'était une disruption de management. Donc il a bien fallu faire avec. Et mon prédécesseur avait annoncé au marché des objectifs financiers extrêmement ambitieux. Tellement ambitieux que c'était d'ailleurs le signe qu'il n'avait pas forcément l'intention de rester très longtemps. Donc il a fallu qu'on mette en place un plan pour... on avait deux choix, ou dire au marché, ben non, finalement on ne va pas y arriver, ou alors... se débrouiller pour y arriver. On a pris la deuxième option, on s'est dit on va trouver le moyen de respecter les engagements pris par la société vis-à-vis des marchés financiers. Et je dirais que ce plan qu'on a mis en place, donc, qui maintenant a 18 mois d'existence et qui a encore 18 mois d'existence, c'était un plan de 3 ans, je dirais, il apportait une réponse à trois grands challenges qui sont les taux d'intérêt bas, zéro ou négatifs, les contraintes réglementaires de plus en plus importantes, tout en étant extrêmement nécessaires. Et puis, évidemment, le challenge technologique, avec tout ce qui comporte en matière de gestion, de distribution, puisque... Voilà, donc c'était ça notre contexte. Alors on a bâti quelque chose finalement d'assez simple, qui fonctionne bien puisqu'il a été
compris et apprécié par les marchés, parce qu'il a été compris et apprécié en interne. Et puis quand on regarde les chiffres, on s'aperçoit que l'exécution de ce plan fonctionne bien. Alors il est très simple, il y a en gros 6 initiatives stratégiques, il y en a 3 pour améliorer nos performances de gestion à court terme et 3 pour créer de la valeur à plus long terme. Alors les 3 pour l'amélioration de notre performance, c'est la performance technique. On est très attaché chez Generali à utiliser nos compétences et notre expertise technique pour bien souscrire, bien régler les sinistres et avoir des loss ratios en assurance dommage les plus bas possibles, et qui sont pas mal placés par rapport au reste du marché. On a considérablement amélioré la qualité de notre assurance vie, de nos affaires nouvelle vie pour absorber moins de capital et créer plus de marge. Donc expertise technique, performance technique. Ensuite, performance de gestion. Donc on s'est attaqué à la simplification, à la rationalisation de toutes nos machines opérationnelles dans un peu tous les pays. Donc tous les pays ont un programme qu'on appelle Fit to Lead, qui consiste à transformer les process de gestion, à les simplifier, à les automatiser pour réduire les coûts. Et puis, une autre action extrêmement importante, qui est une action de discipline géographique. On s'est aperçu on est présent dans 60 pays, mais dans certains de ces pays, on a une présence qui est quand même assez faible. Et on considère qu'on n'a pas la taille suffisante pour atteindre des niveaux de performance qu'on souhaite élever. Et on a pris la décision de sortir d'un certain nombre de pays. Donc on est en train de sortir d'une douzaine de pays et de vendre une douzaine de sociétés. Alors ça, c'est pas parce qu'on veut se réduire à l'international. Au contraire, c'est qu'on veut renforcer notre présence à l'étranger, mais on préfère être plus fort dans moins de pays que plus faible dans plus de pays. C'est un choix de concentration des ressources. Donc voilà, ça c'est pour la discipline de gestion, et ça porte ses fruits puisque tous nos ratios sont en train de s'améliorer. Et puis on a trois initiatives de création de valeur à long terme. C'est la transformation de notre portefeuille, alors cette fois-ci pas géographique, mais en termes de métier. On était un assureur extrêmement prédominant sur l'assurance vie, et sur l'assurance vie traditionnelle. On a repositionné notre assurance vie sur les unités de compte, donc, qui absorbent, comme on le sait, beaucoup moins de capital, mais de manière extrêmement spectaculaire en 18 mois. Et puis, on avait, je dirais, l'avantage d'être un assureur vie, mais sans l'avantage de faire de l'asset management. Donc on n'avait pas d'activité d'asset management chez Generali, et on a décidé de ne plus être uniquement un groupe d'assurance, mais de devenir aussi un groupe d'asset management. Donc aujourd'hui, on se considère comme un groupe d'assurance et d'asset management. Et on est en train de travailler au développement de notre activité d'asset management. On veut également renforcer nos activités dommages et renforcer nos activités en santé. Voilà à peu près le rebalancement de notre portefeuille. Après, naturellement, on veut continuer à innover. On innove beaucoup. On a une tradition d'innovation importante chez Generali. On essaye, malgré nos quasi 200 ans d'histoire, on essaye d'avoir un comportement de start-up. On se voit un peu comme une start-up de presque 200 ans. On a des progrès à faire. On en est tout à fait conscient. Mais enfin, il y a beaucoup de choses qui bougent. On est les leaders sur la télématique, sur l'auto connecté. On a lancé en France, en Allemagne, Generali Vitality, qui est un programme de prévention santé, comme l'évoquait Carlo. Et c'est vrai qu'on bascule de plus en plus vers la prévention parce que la technologie nous permet de le faire. Et donc tout ça est en marche, avance vite et de manière très concrète, très pragmatique. Et puis, dernier point pour créer de la valeur, c'est la marque. On a une belle marque, une marque italienne, donc ça plaît
dans le monde entier. C'est une marque qui est représentée par le symbole de Venise, que tout le monde connaît, de la place Saint-Marc. Et on trouve que dans certains de nos pays, la marque n'est pas suffisamment utilisée. Il y a beaucoup de valeur dans la marque. Hein. C'est un actif important, la marque. C'est un actif intangible, mais extrêmement important. Et on considère qu'on n'a pas assez investi dans la marque et on va investir beaucoup plus dans la promotion de cette marque. C'est une des raisons pour laquelle, très récemment, on a lancé en Allemagne une réorganisation très, très importante qui va rendre la marque Generali beaucoup plus présente, beaucoup plus visible et beaucoup plus forte en Allemagne et qui donc va renforcer, désolé Jacques, notre position de marché en Allemagne. Voilà en quelques mots notre stratégie. Merci Philippe. Du moment que vous refaites en Allemagne, moi... je voudrais revenir maintenant à Carlo pour quelques instants. Carlo, il y a deux choses. Tout à l'heure, tu as intervenu en disant le métier de l'assureur. C'était plus vers la prévention et ça a été repris à l'instant. Et tu as parlé aussi du fait que de plus en plus, il y avait de la collaboration interindustrie. Est-ce que tu peux nous en dire plus concernant l'assurance? Tu vois comment les choses? Moi, je me dis, il y a des atouts que les assureurs ont. Ils ont une capacité de distribution de produits complexes, parce qu'il y a des agences. Ils ont des call centers, ils ont une infrastructure, ils ont des marques qui, normalement, signifient confiance. Et ça, c'est une série d'atouts. Et puis, ils ont une capacité d'analyse à travers l'actuariat. Donc, une série d'atouts. Si on imagine ces atouts un peu séparément chacun les uns des autres, et on se dit, qu'est-ce qu'il faut pour compléter ces atouts par des briques nécessaires à fournir de nouveaux services? Et il peut se passer ce qui s'est passé entre nous et d'autres opérateurs, dire, très bien, moi, si j'avais une base de données dans laquelle je pouvais garder certaines informations liées aux clients à leur usage de mon service, je pourrais leur interagir avec eux de manière différente. Si j'ai un téléphone portable et des contacts avec mes clients et je sais où ils sont et ce qu'ils font, je vais pouvoir parler avec eux différemment. Donc moi, ce que je pense qui va se passer, c'est ce qui s'est passé et ce qui se passe avec le retail aujourd'hui, à travers l'assistant et d'autres, c'est l'innovation combinatoire. Une entreprise qui a la capacité de construire des databases et qui a un coût d'informatique extrêmement bas fournit de l'informatique à la demande à d'autres, comme nous faisons ou comme font plein d'entreprises dans le secteur. Et capacité de gestion de données et capacité de générer de la confiance, parce que je suis d'accord avec ce que disait Mme Falco-Perrotin avant, tout est une question de confiance. D'abord, quelles données? Les gens partagent certaines données, pas forcément d'autres, et puis peut-être qu'ils ont envie de les partager avec certains et pas avec d'autres, parce que c'est différent. Et donc, combiner ces éléments permet de créer des nouveaux process et des nouveaux produits. Et je pense qu'on est au début de ça. Et je pense que dans la prévention, sans vouloir être prétentieux, je ne pense pas que les assureurs pourront créer seuls toute la technologie nécessaire à faire l'interface avec le client. Et pourquoi le ferait-il? Comme je ne pense pas du tout que nous serons capables, ni nous aurons envie, de rentrer dans le secteur de l'assurance. On peut faire certains éléments de comparaison par la valeur ou par le prix, mais je crois qu'il est évident aujourd'hui que combiner les briques amène plus de valeur qu'essayer de tout faire tout seul. Le fait que tu as dit que Google n'avait pas, dans les médias, l'intention de rentrer dans l'assurance, ça a provoqué un certain soulagement. Mais je pense que c'est... Dans l'immédiat, non, pardon. Je n'ai pas dit dans l'immédiat, mais si vous me demandez qu'est-ce que sera Google dans 10 ans, je vous répondais, j'en sais rien. Oui. Et puis les équilibres se font à travers les collaborations. La voiture qui se conduit toute seule est une collaboration entre certaines entreprises. Je crois que la collaboration crée des équilibres. Et que le plus on est capable de collaborer et de s'ouvrir, le plus on crée des situations stables. Après, l'être humain a horreur du vide, les entreprises aussi, si personne ne fait rien. Hein. Souvenez-vous des systèmes de paiement. Donc, on disait que ce n'est pas les boîtes de technologie qui le feront, on s'attendait à ce que les banques le fassent, ils ne l'ont pas fait. Ben, à la fin, ils se sont fait dépasser, mais il y a un moment dans lequel ça devenait nécessaire, parce que si les gens ne peuvent pas payer, il n'y a plus d'économie du digital. Donc, deuxième leçon, bougez-vous, c'est ça que tu nous dis. Faisons un truc ensemble. Tous ensemble, trouvons le moyen. Chacun qui peut amener une brique qui a de la valeur, l'amène à l'autre, et puis on crée un service qui fonctionne, et puis c'est bien pour tout le monde. Tu as cité la voiture autonome, j'ai une question là-dessus, avant de revenir à la data. La voiture autonome, on va vous poser cette question-là, aura atteint un parc significatif en France dans combien de temps?
je demanderai après à Carlos ce qu'il en pense. 5 ans, 8 ans, 12 ans, 16 ans. Plus que 16 ans. Dans les villes. Ça dépend de ce qu'on appelle significatif. Mais... 12 ans. Et c'est, oui, 12 ans, 40%. Je pense que ça dépend. La voiture autonome est partie de deux. Usage, transport public, usage, substitution taxi, etc., peut-être 8 ans. Usage grand public, moi je prends une voiture autonome pour aller à la campagne, enfin pour me voyager, 16 ans. Ce que je veux dire, c'est qu'il faut se poser la question, pas du point de vue de la voiture, mais du point de vue de à quoi ça répond. Et quand les premiers ingénieurs ont travaillé là-dessus chez nous, ils voulaient répondre à 2 questions. Une question, c'est la voiture, elle est immobilisée dans un garage 90% du temps, c'est la moyenne européenne, 95 dans certains cas, mais c'est un gâchis monstrueux. Et puis 2, après, le monde est imparfait, mais comme on conduit quelquefois bourré, on est plus dangereux qu'une machine, et peut-être que c'est moins dangereux en ville. Mais ça voulait répondre à ces 2 questions-là. Si on répond à ces 2 questions, le business model, ce n'est pas de remplacer la voiture avec laquelle vous allez aller à la campagne ou autre part, c'est de faire en sorte qu'en ville, les transports publics soient de plus en plus faits par des voitures autonomes, et que peut-être pendant la nuit, on puisse transporter dans des petits systèmes, des petites voitures, ce qui fait l'e-commerce de demain. Donc cet usage-là, oui, ça va être très rapide. Bien. Oui, Philippe. Mon voisin disait très juste titre, ça dépend des pays. Je pense qu'en Italie, où on sait faire de très belles voitures, ça va prendre beaucoup plus de temps parce qu'on aura du plaisir à les conduire pendant longtemps. Très bien. Alors, je voudrais revenir vers Grégory. Et je me demande peut-être qu'on pose la question avant, parce que pour voir s'ils ont changé d'opinion. Bien sûr. Allez, on vous repose la question tout à l'heure. Vous pouvez nous la remettre, juste pour voir si... Alors, c'est parti. Et ne le faites pas pour me faire plaisir, hein, si vous voulez bien. C'est inévitable que ça. Oui, c'est inévitable. Et ce qui serait intéressant, c'est de voir le gap. Moi, je mettrais ça tout en haut. Je connecté aussi, comme ça aussi. C'est exponentiel. Bon, alors là, je crois qu'on peut t'applaudir. Bon, alors justement, maintenant qu'il y a cette reconnaissance et qu'on a parlé de data, machine learning, deep learning, rapidement, pour la FFA, ici représentée, les professionnels d'assurance, c'est quoi les enjeux? Ce sur quoi on devrait se focaliser? En fait, je pense que les enjeux sont vraiment à tous les niveaux. Ce que je voudrais vous conseiller, c'est déjà mettez des équipes en place, en interne, dans vos entreprises, capables de gérer ça. Donc, c'est-à-dire que, comme Carlo l'a très bien dit, en fait, ne vous lancez pas, s'il vous plaît, dans la création de ce type de solution en interne. Il vous faudra 2 ans pour comprendre que vous êtes voué à l'échec. Ça, c'est le premier point. Donc, il vaut mieux, en définitive, collaborer avec des gens qui font ça depuis très longtemps. Le machine learning n'est pas un sprint, c'est une course de fond. Et aujourd'hui, les ressources et les talents sont très rares. Pour vous donner une idée, aujourd'hui, on frôle les salaires avec 6,0 dans la Silicon Valley. En termes d'acquisition des profils, en fait, comme le mien ou d'autres, se trouvent valorisés très haut, juste dans l'acquisition de l'équipe. Donc on ne parle pas de millions d'euros, on parle beaucoup plus que ça en termes d'acquisition, juste pour acquérir l'entreprise avec l'équipe. Donc ce que je vous conseille, c'est de trouver dans vos équipes des personnes qui sont passionnées par ça, qui ont envie d'apprendre, mais qui connaissent surtout excessivement bien tous les rouages de votre entreprise et surtout toute la politique de votre entreprise. Je suis vraiment admiratif par rapport à votre métier. Vous avez un produit que personne ne veut acheter, et votre rôle, c'est que les gens ne l'utilisent pas. Non, mais je suis vraiment admiratif. Hein. C'est juste extraordinaire. Et en fait, vous avez l'opportunité, avec cette technologie, de revisiter complètement la relation avec vos partenaires et vos clients. De pouvoir intégrer dans vos équipes des personnes. Aujourd'hui, il y a des formations qui sont extraordinaires. Donc j'ai la chance d'échanger avec les équipes en fait, du président Macron au travers de Cédric Villani sur toute la transformation digitale de la France. Parce que là où je tiens également à remercier une personne dans la salle
qui est Bernard, pour son travail. On a discuté il y a un peu plus d'1 an ensemble sur les enjeux de la disruption en fait, de l'intelligence artificielle sur 100% des métiers. Donc l'assurance, on est un premier, mais il y en aura d'autres. Aujourd'hui, quand je vais de Palo Alto à Menlo Park en voiture, je délègue 80% de la conduite à ma voiture. Et donc on parle réellement d'humain augmenté. Je suis un humain augmenté. Et je suis le premier client de mes propres produits. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'ai créé une intelligence artificielle qui fait toute ma veille technologique pour moi. Elle est connectée 24/7, elle lit entre 1 et 2 millions d'articles par topic que je lui demande de surveiller, et elle me fait une synthèse tous les jours. C'est du machine learning, pas plus, pas moins. Et elle m'a donné un avantage incroyable. En 2 ans à peu près, je suis passé de 1000-1500 contacts sur mon LinkedIn. Donc j'étais excessivement inconnu. Il faut savoir qu'on sort de l'hiver de l'intelligence artificielle. Ça ne marche pas. Hein. Donc faut juste le savoir. Mais ma voiture me conduit jusqu'à Palo Alto en fait, pour 80% du trajet. Et donc je suis le premier client. Je suis passé de 1500 à quasiment 12 000 contacts. En fait, c'est pas moi qui ajoute. En fait, pendant la conversation là, je pense que j'ai juste une dizaine de contacts et des gens qui m'ont remercié. Donc, je me suis permis de répondre à quelques-uns en fait rapidement. Et donc, je dis ouvertement à ceux qui sont online. Donc, merci pour vos messages. Et donc, vous voyez, c'est vraiment le changement de paradigme qui est présent. Donc, essayez de trouver des personnes en interne, envoyez-les en formation. Donc, recruter un Chief AI Officer. Donc, allez en ligne pour voir quel est le profil, quel est le job description. Recruter des personnes comme ça en interne, aller chercher des partenaires à l'externe et ayez des personnes en interne capables de piloter ça pour votre entreprise. C'est vraiment le plus important parce que un point que je retiens de ce que je pense à peu près ici, c'est si on cumule les employés de vos entreprises, on doit facilement dépasser le 1 million d'employés. Qu'est-ce qui va se passer si vous vivez tous l'aventure Kodak? On a l'Europe qui s'écroule parce que c'est un effet domino derrière. Et donc, en définitive, il est temps de réagir. Ne pas réagir pour nous, réagir pour nos proches, pour le peuple, pour les gens qui sont là, pour nos clients à la fin. Puisque demain, quand ces gens n'auront plus de salaire parce que les jobs vont être disruptés, parce qu'on n'aura pas pris les bonnes décisions, parce qu'on n'était juste pas au courant. Donc l'idée également, je pense que le premier vote et le second vote démontrent bien. Vous voyez, en plus, en 10 minutes, on arrive à vous passer l'information, votre état d'esprit change complètement, vous allez revoir vos stratégies. Donc c'est ça aussi qui est important, la formation. Et pas que la formation à l'école. Mon fils, 10 ans à Palo Alto, il y a une école là-bas, alors une superbe école américaine, 10 ans, il a monté déjà son premier robot humanoïde et l'a programmé. À l'école. Donc pas pour le fun à côté, à l'école. Donc c'est un cours en fait qu'il a eu. Donc il faut qu'on accompagne également le gouvernement français et il faut qu'on accompagne l'Europe. Parce qu'on ne gagnera pas tout seul. Il faut qu'on travaille tous ensemble pour justement être présents et aller de l'avant par rapport à tous ces enjeux. Donc, passez à l'action. Ne passez pas au rapport. Ne demandez plus de rapport. Il y a assez de rapports en ligne. Donc, un grand merci encore, madame. Mais passons à l'action, s'il vous plaît, maintenant, pour dynamiser vos entreprises, pour aller dans la croissance. Jean-Charles a très bien dit, en fait, on a devant nous, en fait, on ne parle plus de marketing, on parle de croissance d'entreprise. Carlo l'a très bien dit, en fait. La nature a horreur du vide. C'est ce que je dis à mes équipes tous les jours. J'ai laissé un trou, je vais juste y aller. Et je vais le faire en plus avec la technologie, puisque j'ai la chance de bien la connaître, puisque j'y suis depuis plus de 20 ans. Et le non structuré, donc le non structuré, c'est les langages, est formidable. Aujourd'hui, vous avez dans vos entreprises des volumes de données conséquents que l'on peut réexploiter de manière considérable pour optimiser et réenchanter la relation client. Passez à l'action. Bon. S'il vous plaît. Action, donc, du coup, je demande à Jean-Charles, c'est quoi l'action dans les prochains mois, rapidement, puisqu'on parle d'action. Parfait. On est plutôt, je pense que le principe d'une start-up et d'une boîte à forte croissance, c'est d'être en permanence dans l'action et de construire du produit. Si on reprend juste, ça fait pile 1 an qu'on est en opération. Ce qu'on voulait se prouver en 1 an, c'était que notre distribution directe marchait, qu'on avait un produit qui était assez différencié pour qu'on ait une croissance par le bouche à oreille et qu'on ait besoin de pas vraiment de processus de vendre pour vendre. Ça, on a réussi à se le prouver. Du coup, notre enjeu pour l'année prochaine, il est double. Continuer
à construire cette base produit et cette différenciation produit sur la technologie à la fois en front-end, donc en interface utilisateur, et en back-end dans l'automatisation de tout ce qu'on fait derrière. Et là, c'est vraiment... nous, on est une équipe, je dis assez souvent ça, on est une équipe de produits et d'engineering qui fait de l'assurance et pas le contraire, parce que la grande majorité de l'équipe, c'est des software engineers et des designers, et on construit vraiment la technologie pour servir nos utilisateurs. Donc, c'est continuer à investir massivement là-dedans et commencer cette approche qui a été mentionnée plein de fois de quels sont les bons services autour de la prévention, autour de l'accompagnement de l'utilisateur, qui vont aider à différencier très fortement l'expérience, encore une fois, je parle beaucoup d'expérience, de l'utilisateur final quand il interagit avec le système de santé. Parce que la santé, c'est un milieu particulier où il y avait déjà beaucoup de complexité dans l'assurance et peu de transparence sur ce que je paye, pourquoi je vais être remboursé. Et il y a aussi beaucoup de complexité, beaucoup d'asymétrie d'information dans la santé en elle-même. Et on pense que notre métier à nous, ce sera de rendre tout ça très simple grâce à la technologie. Et ça passe par... si on parle en action pure, on est une toute petite équipe, hein, on est 15 personnes aujourd'hui, donc on va doubler ou tripler assez vite et continuer à essayer d'apporter des innovations d'expérience, de services qui vont changer la manière dont on perçoit l'assurance santé en France. Merci. Alors, je vois que l'heure passe, donc je vais vous poser, madame, la dernière question. Finalement, qui est un peu une question, puisqu'on a vu que la question des données pouvait nous emmener très loin. C'est sur la façon dont vous abordez le sujet de l'éthique du contrôle des algorithmes. Est-ce que demain, c'est un sujet, cette question-là, pour vous, organisme régulateur? Je crois que les algorithmes, il ne faut pas les attendre, ils sont là. Ils sont là dans le métier de l'assurance comme dans énormément d'autres secteurs. Ce que les individus ressentent par rapport à l'utilisation de ces algorithmes, c'est le besoin de transparence. C'est-à-dire le besoin que la promesse que va tenir l'algorithme, qu'annonce l'algorithme, dans votre métier comme dans un autre d'ailleurs, que cette promesse soit juste et tenue. Et par rapport à ce qui a été dit sur le glissement, par exemple, du métier de l'assureur entre la prévention par rapport à la cotation, enfin à la tarification. Je crois que ça, c'est un bon exemple. C'est un très bon exemple, justement, d'une promesse qui évolue. Vous, au nom de la prévention, vous allez demander à un certain nombre d'individus de mettre des bracelets connectés pour enregistrer des données de bien-être, etc. Et au nom de la prévention, moi, je suis tout à fait prête à donner mes données pour la prévention. En revanche, s'il s'agit d'utiliser les données pour la tarification, c'est peut-être différent. Peut-être que j'ai plus envie d'avoir un bracelet connecté. Donc, la question qui est derrière le big data, mais en fait l'intelligence artificielle et les algorithmes, c'est quelle est la transparence qui est assurée au bénéfice du client. Et ça, je crois que c'est quelque chose c'est une question qui est absolument transversale dans tous les secteurs et qui, je dirais, se manifeste de plus en plus. Alors, la question éthique, elle est liée à cette question de transparence. Elle est plus profonde parce qu'en réalité, la question éthique dans le secteur de l'assurance, ça pourrait être de dire l'ultra-personnalisation va-t-elle remettre en cause la mutualisation ? Vous en avez parlé précédemment. Et ça, je dirais, c'est un enjeu éthique, c'est un enjeu de modèle social de l'industrie assurance qui est fondamental. Mais il y a peut-être aussi d'autres questions éthiques qui sont liées à l'assurance. Par exemple, aujourd'hui, vous ne pouvez pas différencier si c'est un homme ou une femme. On voit bien qu'avec l'IA, avec l'utilisation de plus en plus importante de données qu'on pique un peu partout, qu'on agrège, qu'on combine, on peut faire du profilage, je dirais, par genre. Aujourd'hui, vous n'avez pas le droit de traiter les questions, enfin les données génétiques, enfin l'ADN. Ces données sont de plus en plus facilement accessibles. Elles sont presque accessibles maintenant sur les réseaux sociaux. Est-ce qu'il sera possible de combiner une tarification et un profil de tarification avec ce type de données? Et là, on voit bien qu'on revient à la question de la promesse de l'assureur. Est-ce que j'ai envie que mon assureur, dans le fond, connaisse tous les éléments de ma personnalité et pas simplement celles qui sont utiles pour lui, stricto sensu? Donc, le questionnement éthique, c'est dans le fond un questionnement de tabou,
quels sont les tabous de votre secteur que vous voulez réaffirmer face au développement du big data et de l'IA. Ce sont des questions liées à la promesse que l'on fait aux consommateurs. Quel type de promesse? Est-ce qu'on est capable de démontrer que c'est bien celle-ci qui est réalisée et pas une autre? Une autre, ça veut dire par exemple concrètement, en fait il y a un biais dans l'algorithme, parce qu'en fait il y a un certain nombre de données qui sont incluses dans la tarification qui vous est faite et en fait vous ne le savez pas. Vous voyez, donc toutes ces questions sont des questions, on ne peut pas y répondre, je dirais par oui et par non, en disant c'est bien ou c'est mal. Non. Je crois que ce sont des questions qui sont collectivement devant nous. Ce que la CNIL fait actuellement, c'est qu'elle mène, à la demande du gouvernement, un débat public, je dirais multisectoriel, sur cette question de l'éthique des algorithmes. Nous avons été chargés de cette mission au début de l'année actuelle, et nous avons, dans le secteur de l'assurance, dans le secteur de la santé, dans le secteur culturel, dans le secteur de l'armée, conduit ces interrogations, quels sont les questionnements éthiques que pose l'usage des algorithmes dans ces différents champs. Et au terme de ce débat public, nous présenterons à la fin de l'année, donc en fait dans très peu de temps, les résultats sous forme d'un panorama, si vous voulez, du questionnement. Et ça, je crois que c'est très intéressant pour une industrie comme la vôtre, parce que finalement, ces questionnements éthiques sont transversales, comme je le disais, et je crois que pour vous, vous allez pouvoir à partir de là travailler et voir dans votre pratique à vous, finalement, quelles sont les réponses plus concrètes que vous pouvez apporter. Merci. Donc c'est une conclusion en forme de, non pas d'interrogation, mais de partage d'un débat collectif sur le sujet. Nous sommes tous concernés. Je dois respecter l'horaire, donc il me reste à vous remercier, madame, et vous, messieurs, de cette participation au nom de la FFA et de tous les participants et des éclairages que vous avez apportés aujourd'hui.